Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on va dans le 9e arrondissement de Paris, à la salle d'armes, pour découvrir un sport vraiment, on va se régaler. Le béour, l'escrime ancienne, l'escrime en armure, le combat en armure. Donc, je vous laisse me suivre et vous régaler de cette vidéo. On va parler un petit peu de ta carrière, mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le béour, s'il te plaît? Alors le béour, ça recouvre différentes disciplines en mêlée ou en duel. Le concept, c'est on va dire, c'est pas un sport parce que c'est pas reconnu par l'État, mais c'est une activité physique qui a la particularité de se dérouler avec des reconstitutions de matériel historique du Moyen-Âge, notamment donc, en gros 14-15e siècle. Donc en gros, c'est du combat en armure sportif. Comment ça va se dérouler? Il y a plusieurs disciplines? Ouais, il y a des disciplines en équipe, donc en 5 contre 5, 12 contre 12 jusqu'à 30 contre 30, voire 150 contre 150, c'est arrivé une fois à un championnat du monde en 2018. Et l'objectif là, c'est de faire tomber au sol l'équipe adverse, donc de créer un surnombre. À ce moment-là, on va arrêter. Il y a tout un tas de règles internationales qui ont été constituées au fil du temps. Et en duel, où là, en duel, l'objectif c'est un peu comme la boxe olympique, on va dire, ou au kendo ou en escrime. On va compter le nombre de touches portées, mais sans s'arrêter à la touche comme en escrime. Donc c'est pour ça que c'est un espèce de mélange entre l'escrime, le kendo et la boxe. C'est qu'on a des rounds de boxe comme en boxe, combat au temps, et on va compter le nombre de frappes portées par l'arme. Donc ça, c'est les disciplines de duel à l'épée bouclier, à l'épée à deux mains notamment. Et ensuite, on a le pro fight qui est du MMA en armure, en gros. Donc tu as le droit de frapper avec l'arme, le bouclier, la tête, le poing, les genoux, et amener au sol et frapper au sol. On parle de frappe et pas de touche. En escrime, on parle de touche parce que au sabre moderne, par exemple, l'objectif c'est de fermer le circuit électrique entre la lame du sabre qui est électrifiée et la cuirasse de l'autre qui conduit le courant. Donc juste le simple contact entre les deux, ça ferme le circuit, ça allume la lampe. C'est ce qu'on voit aux Jeux Olympiques ou ce genre de choses. Là, comme c'est un comptage à l'œil, on va chercher à avoir de l'impact. Donc on parle de frappe. Et sur le duel en équipe, donc le but c'est de se faire tomber. Absolument. C'est de se faire tomber, on va dire avec la force de coup, le KO, ou c'est via des techniques comme le judo par exemple, des projections? C'est un ensemble. C'est-à-dire qu'en équipe, tu peux soit faire tomber parce que tu mets quelqu'un KO. Mettre quelqu'un KO en armure, c'est vraiment très compliqué. Tu as 30 kg d'armure, plus le rembourrage, le gamboisage à l'intérieur, c'est en gros du tissu avec de la mousse ou en tout cas plusieurs couches de tissu qui sont surpiquées ensemble et qui vont faire un peu comme un airbag. Tu as de l'air. L'armure, elle protège vraiment? Ah oui, l'armure, à la base, c'était utilisé à la guerre pour éviter de mourir. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est le même concept. Parce que des fois, on mécanique. a l'impression dans les vidéos de béour, comme les coups sont violents, et puis je pense qu'il y a le côté du son et puis le fait que tout bouge, on a l'impression peut-être que l'armure elle peut cogner et que... Non, à l'intérieur de l'armure, tu as du gamboisage partout. Donc en fait, tu as du tissu contre la peau, sinon les mecs mourraient, quoi. Ouais. Littéralement. Et donc, on peut amener au sol soit en mettant quelqu'un KO, ce qui est extrêmement rare, soit en faisant mal, parce que tu as le droit de frapper à des endroits qui vont être difficiles à protéger, notamment les fesses ou ce genre de trucs. Donc en frappant suffisamment fort, l'onde de choc va quand même traverser. Ou alors, avec la lutte. Alors, judo, pas nécessairement. J'ai fait 10 ans de judo avant, mais c'est pas les mêmes. Ce sont les mêmes concepts, parce que l'équilibre, c'est la même chose. Hein. On a le polygone de sustentation qui existe, etc. Mais comme il n'y a pas la saisie du kimono, ça change absolument tout. Donc c'est une forme de lutte qui est très très spécifique. Et en plus, on ne peut pas lutter en agrippant parce qu'il n'y a pas de kimono, mais en plus on tient des armes. Donc pour lutter, c'est complètement autre chose. Mais effectivement, on peut amener au sol par la lutte. La différence, c'est que si on prend l'exemple de l'équipe du Pro Fight, on va avoir de la percussion et on va avoir de la lutte. Donc on ne va pas être aussi fin que des lutteurs, on ne va pas être aussi fin que des escrimeurs, parce qu'on se doit d'être moyen dans plein de disciplines différentes. Donc c'est faut un peu concevoir ça comme un genre de pentathlon du combat. C'est-à-dire qu'il faut être bon à distance, hors distance, il faut être bon à distance d'armes, il faut être bon à distance de bouclier, donc c'est le point plus ça à peu près. Il faut être bon à distance de poing, il faut être bon à distance de coups de coude, coup de tête, coup de genou. Il faut être bon en lutte et il faut être bon en amener au sol. Et ensuite, il faut être capable, si je vais au sol, de remonter le plus vite possible pour frapper au sol ou de maintenir l'autre au sol. Donc ça demande un panel technique très très large qui te demande de ne pas être
hyper bon à un endroit, mais d'être moyen dans plein d'endroits différents. Ouais, là tu parlais du coup de frappe au sol, Ouais. tu parlais de coup de tête aussi, de coup de absolument. coude. C'est quoi un peu les règles du pro fight? Alors les règles du pro fight, c'est du MMA en armure. C'est vraiment ce concept-là. À la différence qu'on n'a pas d'étranglement ni de clé articulaire. Le temps de combat au sol, il est limité, donc c'est 10 secondes ou 3 frappes, ça dépend des ligues. Enfin, voilà, tout le monde du bureau est en train de changer en ce moment à cause du GRAS. Ça dépend des points de vue de la guerre en Ukraine, parce que ce sont les deux grosses nations du BO. Et donc, bref, on en reparlera après. Mais donc, voilà, on va voir le travail de toutes ces distances-là. Donc, travail hors distance, donc, comment je construis mon entrée dans la distance, etc. L'arme, distance d'arme, donc allongement du bras plus l'arme. Le bouclier qui est la même distance que le coup de pied à peu près. Le coup de pied était un peu entre les deux distances. Et ensuite, en rentrant à la distance, on va avoir le poing, on va avoir la tête, les coudes, les genoux. Et après, tout ce qui va être entrée au contact. Très peu de ramassage de jambes comme on peut voir en MMA, tout simplement parce qu'on a 30 kg en plus. Donc on commence le combat avec une arme, ouais. C'est ça? Et ensuite on peut par exemple la lâcher et donner des coups de poing? Lâcher l'arme est interdit, tu perds des points et le combat est arrêté. Donc il faut être capable de percuter avec l'arme. Ah oui, d'accord. Donc on peut mettre des coups de poing mais en gardant l'arme. En gardant son arme. D'accord. Ce qui veut dire qu'on peut rentrer dans la distance, ressortir, rentrer, ressortir, rentrer, ressortir. Et donc il y a tout un jeu finalement qui t'amène des distances supplémentaires au MMA. Au MMA, la distance de base, tu es hors distance, mais hors distance de pied ou de poing. Nous, on a la distance d'arme et la distance de bouclier qui va encore ramener une autre distance. Plus la distance où tu es complètement hors distance. Donc ça demande de partir d'extrêmement loin pour aller rentrer dans les mêmes distances que les MMA finalement. Et donc y compris les frappes au sol aussi, elles se font arme à la main. Elles se font arme à la main, tu peux frapper avec la tête au sol en restant au sol. Donc une fois que tu es au-dessus, tu peux frapper l'autre en restant au-dessus, mais contact avec le sol. Tu peux frapper avec le bouclier, tu peux faire une descente de genoux dans les côtes. Tu peux faire tout un tas de choses sur le haut du corps. Tu n'as pas le droit de frapper les jambes, mais tu as le droit de te défendre avec les jambes. Et au niveau de l'équipement, du coup, qu'est-ce qu'on tu nous montreras après bien sûr, à quoi ça ressemble, mais déjà là sur l'interview, qu'est-ce que ça va être l'équipement au niveau physique déjà, et ensuite au niveau armement, tu parlais du bouclier, tu parlais des armes, quel type d'armes on peut avoir? Alors au niveau de l'équipement, c'est une armure complète, 14-15e siècle, donc tu as le casque. Généralement on utilise des brigandines, donc ce sont des plaques d'acier qui sont rivetées sur du tissu, du cuir ou le plus souvent de la laine. Qui permettent de protéger le corps. On va mettre en dessous une protection dorsale, très souvent, en tout cas en pro-fight. En équipe, on va en plus rajouter des protections en plastique sur le gambison directement pour faire les jonctions. On va avoir les spalières qui protègent les épaules, le canon de bras qui protège le bras, la coudière ou cubitière qui va protéger le coude, le canon d'avant-bras, donc souvent complet, parce que du coup on peut prendre des coups dans tous les sens, les gantelets, donc soit articulés avec tous les doigts, soit souvent regroupés, les 4 doigts regroupés, le pouce. On va avoir les cuissardes, ou les protections de cuisses, les genouillères, les grèves qui protègent les tibias mollets, donc soit 3/4, soit complètes, et les solerets qui sont une pièce de protection articulée avec plusieurs lames sur le pied. Et donc on est vraiment dans une armure complète. On rajoute par en dessous coquille évidemment pour éviter de se faire refaire les roustons. Et voilà, on a une armure à peu près complète. On va ajouter ça en plus une rondelle sur la nuque pour éviter pour augmenter le niveau de protection. Et on est rapidement aux alentours d'une trentaine de kilos en termes de protection. Dans ces 30 kg, il faut penser que le casque fait 7 kg. Ah oui, d'accord. Ouais, entre 5 et 8 kg. Donc à ces 30 kg, on rajoute un bouclier? Oui. Forcément? Alors, pas forcément. En gros, en duel, il y a 4 catégories. Il y a épée bouclier. Donc là, tu vas avoir une forme d'écu, le bouclier typique du Moyen-Âge, en forme d'amande, on va dire un petit peu, voilà, avec le haut carré et la pointe vers le bas, avec une épée à une main. Tu as ensuite épée à deux mains, donc c'est une épée où on met les deux mains dessus, hein, là, voilà, ils sont pas casser la soupière pour le trouver. Mais donc effectivement, là tu as une seule arme qui te sert d'offensive et de défensive, sachant que le bouclier est une arme uniquement défensive, principalement défensive en tout cas, dans le duel à l'épée bouclier. Et ton épée, c'est l'arme qui va être offensive, mais qui peut aussi servir de défensive. Tu peux faire une parade avec et puis frapper, il n'y a pas de problème. Tu as l'épée bocle, qui est un mode un peu spécifique, puisque là on va compter le premier arrivé à 5 points. Portée. Et l'arme d'astre, donc en gros c'est des hallebardes, des grands de hache, voilà.
Donc là, on est sur du duel, on utilise pour marquer des points que l'arme. Et ensuite, tu as le pro fight, où là, le bouclier est une arme, où tu peux percuter avec. Donc les formes de bouclier vont être différentes, le poids des armes va être différent. En duel, on est en duel à l'épée bouclier, une arme à une main, elle fait entre 1,1 kg et 1,3 kg, en gros, en fonction des ligues, pour l'instant. En pro fight, il y a une formule un peu spécifique qui te donne un indice en fonction du point de balance de ton arme, de la longueur totale, etc. En gros, pour schématiser, on est à 1,5 kg. Donc 1,5 kg à bout de bras, c'est complètement un autre univers par rapport à ton épée qui fait 1,3 kg, que du coup tu peux équilibrer dans la main. Donc il va y avoir des nécessités spécifiques en fonction des disciplines. Donc quand on fait épée bouclier, on va avoir un bouclier et une épée, une arme à une main pour pouvoir se protéger. En pro fight, on peut aussi utiliser des haches ou des masses, ce qui est interdit quand on fait du duel à l'épée bouclier, de par son nom. En pro fight, c'est un peu plus ouvert, en sachant que le plus efficient, ça reste d'avoir un fauchon ou une épée. Pourquoi? Parce que la répartition de masse est plus proche de la main que sur une hache ou une masse. Une hache, une masse, le point de balance va être très proche de la tête, alors que sur un fauchon ou sur une épée, il va être plus proche de la main. Donc ça te permet de réarmer plus facilement, donc de venir aussi te protéger plus facilement. Se protéger avec une arme effilée en acier est plus efficace qu'avec un manche en bois. Et donc en termes de fatigue accumulée, c'est plus simple d'utiliser un fauchon en pro fight qu'une hache. Au niveau donc des affrontements par rapport au gabarit, est-ce que on va avoir un gabarit type au BO ou est-ce qu'on va avoir des gabarits qui vont s'affronter ensemble ou des catégories de poids? Alors en duel, comme il n'y a pas de lutte ni de grosses percussions, uniquement, sauf porté par l'arme, on n'a pas de catégorie de poids. Il y a des catégories de poids en pro fight, parce que là encore on est proche du MMA dans le développement, et donc là effectivement on va avoir alors c'est moins de 75, 75, 85, 85, 95 et 95 plus, il me semble, pour la répartition de poids, parce que on fait de la lutte, parce qu'on est dans un environnement fermé et parce qu'on met des punchs. Donc moi je fais plus de 100 kg, toi tu fais 68. Voilà, donc si je te mets un bourre-pif dans le nez, ce ne sera pas la même tisane que si toi tu m'en mets un. Parce qu'il y a un écart de poids. Et donc du coup, pour être le plus proche possible de l'égalité des chances, parce que c'est l'objectif du sport ou d'une activité physique à visée sportive, pour le pro fight, on va avoir des catégories de poids, ce qu'on ne va pas avoir en équipe. Et donc en équipe, effectivement, les gabarits, plus tu es grand, plus tu es lourd, plus tu as un avantage. Mais certains petits gabarits arrivent à s'en sortir parce qu'ils sont très explosifs. Donc il y a différents rôles en équipe qui permettent quand même à certains types de gabarits, à certains petits gabarits de pouvoir quand même tirer leur épingle du jeu. J'imagine que mon équipement il serait plus léger que le tien aussi, ou alors, ce serait le même? En partie oui, parce que tu as moins de surface à couvrir, mais la différence n'est pas notable non plus. Okay. En sachant qu'on utilise des matériaux qui ne sont pas des matériaux d'époque. C'est-à-dire que ce n'est pas de la reconstitution historique. C'est un sport moderne. C'est-à-dire qu'on va utiliser du titane, on va utiliser des protèques en plastique dessous, on va utiliser de l'acier moderne, c'est-à-dire que des aciers enrichis en manganèse qui sont passés au laminoir. Ce n'est pas des reconstitutions d'armure où on va chercher du minerai, on va forger au marteau le minerai pour l'épurer, etc. On n'est pas dans ce délire-là. Parce que le matériel sportif, c'est du matériel qui va s'user, c'est des pièces d'usure. Donc une armure, ça te coûte à peu près 3000 balles, 4000 maintenant. Les prix, ils sont pour tout le monde, hein. Et pour les armures, c'est pareil. Tu sais que ton armure qui vaut 4000 balles, peut-être au prochain tournoi, notamment en équipe, ton casque il est mort. C'est 800 balles de casque. Donc il faut que tu rachètes un casque. Parce que c'est des pièces d'usure. Ouais. Au niveau des duels en équipe, tu disais qu'il n'y avait pas de catégorie de poids. Absolument. Et est-ce qu'il y a de la mixité aussi ou pas? Non, il n'y a pas de mixité. Il y a une catégorie d'âme. Et plus le temps passe, là, plus on s'oriente vers une catégorie non plus masculine, mais open, justement okay. Pour l'intégration de tous les publics. Une catégorie open et une catégorie uniquement dames. Voilà. Et donc là, tu parlais de la reconstitution, tu disais que c'était pas une volonté de reproduire exactement pareil qu'à l'époque. Alors c'est pas que c'est pas une volonté, il y en a beaucoup qui ont cette volonté-là, mais ça se heurte en fait à la réalité. C'est-à-dire que historiquement, une armure de guerre,
n'était pas utilisé pour faire du sport. Le sport existait au Moyen-Âge, enfin le sport pas en tant que tel, mais des activités physiques compétitives sans qu'il y ait la mort à la fin, ça existait. Donc là, tu as la joute. Simplement, les mecs vont se fracasser des lances et ils avaient des armures spécifiquement conçues pour ça. Tu as une forme de béour qui est décrite dans le livre du roi René qui date de la fin du 14e, si mes souvenirs sont bons. Où ça se déroule à cheval. Donc les mecs ont des armures avec des aumes énormes, avec des grandes grilles sur la tronche, des plastrons, donc c'est la partie qui protège le buste, avec des gros trous, parce que ça permet d'alléger le matériel. Et ils utilisaient que 2 types d'armes, soit des masses en bois octogonales, soit des épées à bout carré, quasiment carré, en tout cas qui ne rentraient pas dans les trous. Donc en fait, ils avaient adapté du matériel, déjà au XIVe siècle, pour une pratique non militaire, on va dire sportive du coup pour schématiser, qui avait des nécessités différentes de la guerre. Donc en fait ils sont déjà dans le développement du sport aujourd'hui. Finalement l'évolution des gants de boxe ou des protections de MMA aujourd'hui, c'est la même chose en fait, c'est la même nécessité. On va essayer d'optimiser la protection tout en gardant le côté spectaculaire. Et il y a beaucoup de débats dans le milieu du BO aujourd'hui justement pour sortir, en tout cas moi c'est mon envie, c'est mon point de vue là-dessus, sortir du côté reconstitution historique. Parce que ça n'a rien à foutre là. Alors après il faut trouver justement le subtil mélange et la subtile, on va dire, ligne qui va te dire ce matériel-là c'est bon, ce matériel-là c'est pas bon, parce que sinon on va se retrouver avec des armures de hockey et c'est pas forcément non plus ce qu'on a envie. Il faut garder cet aspect visuel, mais se triturer la nouille pour savoir combien de barres on met pour la protection des yeux, de mon point de vue, ça n'a aucun sens. Enfin, à aucun moment on se poserait la question en boxe anglaise de dire « Ah bah non, mais la tache du pouce quand même, c'est un peu sortir de la forme du poing, alors du coup on va l'enlever parce que risquer de crever un œil, c'est pas trop grave. » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc le béour, il est dans ce moment-là où il est en train de sortir du rassemblement de zinzin geeks dans leur coin au côté où il y a de plus en plus de gens qui veulent en faire, de plus en plus de gens qui veulent en vivre aussi. Et donc il y a une nécessité de transformer ce milieu du béour qui était pour l'instant très très marginal à quelque chose qui a un vrai développement sportif avec une réflexion sur le matériel, non plus sur la forme historique du truc, mais sur la protection que ça va apporter. Justement, c'est une grande question que je me posais au niveau des pratiquants du béour. Je me disais, est-ce que c'est plus des historiens ou plus des escrimeurs ? Ni l'un, ni l'autre. Alors, nous on a la chance ici d'avoir une grosse structure. On a actuellement, alors on est en début de saison là, mais on doit avoir en gros 60 inscrits, 60 élèves qui viennent faire du béour. Donc des compétiteurs, un champion du monde, mais aussi des gens qui débutent cette année, qui ne font jamais de compétition, qui utilisent les casques qu'on a derrière avec des battes en mousse, avec des boucliers en mousse, qui sont dans la démarche sportive l'activité physique du béour sans avoir la problématique de l'achat de matériel et du poids. Et donc finalement des gens qui viennent de tous horizons différents. Alors on va pas se mentir, généralement ça coûte quand même beaucoup de métal. C'est quand même des gens qui ont suffisamment d'argent pour se payer la cotise à l'année. On n'a pas les aides, on n'a pas le droit aux aides de l'État pour ça, on n'a pas le droit, on n'est pas un sport. Là on est dans Paris, dans le 9e, donc on est quand même plutôt sur des cadres, enfin on a quand même peu d'agriculteurs dans Paris de toute façon, donc on est plutôt sur ces publics-là. Mais un des clubs, une des salles d'armes qui est elle dans l'Aveyron, du coup ils ont vraiment du public du coin quoi. C'est un sport qui est ouvert à toutes et à tous. Les femmes sont présentes aussi. Alors, dans les proportions à peu près des sports de combat, on est aux alentours de un peu moins de 10%, 12% peut-être dans certains clubs. Tu regardes le judo, on est aux alentours de 10-12%. Donc on est à peu près cohérent là-dessus. C'est quoi un peu l'histoire de cette discipline, l'histoire du béour ? Est-ce que à l'origine, ça rejoint un peu ma question sur les escrimeurs et les historiens, on est sur une volonté de faire de la reconstitution historique qui s'est transformée en sport, ou dès le début, on se dit on va créer un nouveau sport ? Non, c'est exactement ce que tu as décrit là. En fait, l'intérêt du Moyen-Âge en tant que possibilité de reconstitution, de revivre le Moyen-Âge, ça date des années 80-90.
c'est arrivé avec les toutes premières fêtes médiévales qui se sont faites à ce moment-là, avec aussi les premiers spectacles à Provins, Carcassonne, où là c'était des cascadeurs qui faisaient ce genre de choses, et avec l'ouverture finalement de la connaissance historique au plus grand nombre, avec le début d'Internet, avec les forums, avec ce genre de choses. C'est à partir de là, de la fin des années 90, début 2000, qu'il y a un intérêt en France, en Europe, et même dans le monde, vis-à-vis du Moyen-Âge et vis-à-vis de toutes ces activités-là. Et donc à partir de ce moment-là, des fêtes médiévales commencent à se monter. Alors à la base, entre potes, machin, juste on va se bourrer la gueule et se mettre avec des kimonos de judo un peu marron et ça va être rigolo. Et petit à petit, comme Internet a permis la diffusion des connaissances historiques, les gens se sont intéressés de plus en plus à l'histoire. Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'un costume, comment mettre son costume correctement. Et puis le Moyen-Âge, c'est comme les chevaliers, on a tous regardé Excalibur de John Borman, je pense. On a tous aimé Kaamelott, plus proche de nous, voilà. Donc à partir de là, moi aussi je veux avoir une armure, je vois des films, je veux ça, machin. Il y a des boutiques qui se montent, à Rêve d'Acier sur Paris, une boutique qui vend du matériel médiéval, qui est en partie, c'est en partie à cause, ou grâce à lui, à Marc, que la salle d'armes existe aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, des fêtes médiévales se développent, des forgerons en France, quelques-uns, et puis en Pologne, en Europe de l'Est, commencent à refabriquer des pièces d'armure, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon paquet de temps. Et petit à petit, les gens s'équipent et qu'est-ce qu'on fait sur une fête médiévale? On a du matos, on a fait la teuf, on va se fracasser un peu la gueule. Donc on bricole des pièces d'acier, on achète de la tôle, on la tape vite fait, on fait des protèques un peu comme on peut, puis on va se taper dessus. Et à partir de là, en Europe de l'Est, avec l'héritage des jeux de village et du hooliganisme, où ils se retrouvent par équipe dans des champs, par équipe de 200 supporters de 2 équipes de foot différents, ils vont s'éclater la gueule. C'est tout ce mélange-là a fait qu'ils se sont dit on va faire pareil avec des armures, ça va être du génie. Et ils ont commencé à faire ça. Alors moi la première fois que j'ai vu ça, c'était en 2010 à Grunwald, mais ça existait déjà depuis un petit moment, où 5 contre 5 dans un espace délimité. Alors à la base, il y avait juste une corde posée au sol ou à peine un truc comme ça, et les mecs ont commencé à se fracasser la gueule et à se mettre au sol. Parce qu'effectivement, quand tu es tombé au sol, c'est pas que tu peux pas te relever en armure, mais tu es désavantagé. Et donc ça permet aussi de facilement dire qui a gagné, qui a perdu. Bon, c'est très simple finalement, voilà. Et donc ça vient de tout ça. Et dans les années 2010, 12, 14 par là-bas, il y a une fédération internationale qui s'est montée en Russie, qui faisait partie, et ça c'est la réalité, du soft power russe, avec un milliardaire russe qui a mis du pognon dedans pendant des années. Et c'est comme ça que ça a commencé à s'agréger en France, en Angleterre, en Espagne, un peu partout, sous cette fédération-là. Puis après, il y a eu des dissensions internes et puis c'est parti dans tous les sens. Et petit à petit, il y a des championnats du monde qui se sont montés. Et tous les ans, il y avait un événement, il y avait un championnat du monde. Donc s'il y avait un championnat du monde, il faut bien sélectionner les gens. Donc il faut faire un championnat de France. Et c'est comme ça que nous, petit à petit, on s'est intéressé à toutes ces choses en partant de la reconstitution historique et en disant vas-y on veut y aller quoi. On a découvert le Pro Fight au Luxembourg au tournoi du Red Lion et je suis revenu de là et j'en ai reparlé un peu et il y a 2-3 élèves qui m'ont dit ouais vas-y on va faire ça. Je dis vas-y on commence et donc on avait des armures de 50 kg à l'époque en acier doux, c'était n'importe quoi et on a commencé à bricoler des trucs comme ça, c'était de la merde au plus haut point et puis on a acheté du matériel en Russie, en Ukraine, du matériel soft pour pouvoir faire l'activité sans avoir les armures. Et c'est comme ça que petit à petit, on est rentré dans un développement professionnel du truc où tu fais de l'initiation, où tu fais de l'entraînement spécifique avec du matériel spécifique pour ensuite faire ta pratique finale. Tu disais que c'était professionnel. Ouais. Est-ce que c'est professionnel au niveau des enseignants, je dirais, enfin des entraîneurs, des coachs, ou est-ce qu'au niveau des athlètes, ça va aussi être professionnel dans le sens où s'il gagne un combat, est-ce qu'il va gagner une bourse ou est-ce que ça va seulement être amateur, on va dire? Alors c'est professionnel dans le sens où moi c'est mon métier. Donc de ce point de vue-là, et c'est uniquement pour ma structure. Voilà, on est un peu des ovnis dans l'univers du BO en France pour l'instant. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais pour les compétiteurs, pour les combattants ou combattantes, non, on est sur du amateur. On va tendre sur le semi-pro parce qu'ils s'entraînent quasiment 15 heures par semaine. Donc on est quand même sur un niveau d'entraînement, un temps d'entraînement qui est semi-pro. Mais en termes de financement, non, malheureusement, comme on n'a pas de subvention en fait, et comme
Il n'y a pas d'argent dans ce milieu-là parce que c'est un milieu qui est trop petit. La Fédération française de Béour, c'est 600 licenciés. Donc c'est vraiment ridicule, quoi. Et donc voilà, nous on est professionnels parce qu'on a une démarche professionnelle, parce qu'on a un encadrement professionnel. Moi je suis BPGEPS, mon collègue champion du monde, il a un CQP à LSJSJO, donc on a des diplômes inscrits au registre national des certifications professionnelles pour l'encadrement des sports d'opposition. Tu as parlé de la pluralité d'armes. Oui. Déjà, quelle est ton arme préférée ? Et ensuite, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, que ce soit en tournage ou lors de combats purs et durs ? Mon arme préférée, je vais te faire une réponse qui va te plaire. Mon arme préférée, c'est l'arme qui emmènera le plus l'autre. Ok. Parce que concrètement, de par mon métier, je suis amené à devoir maîtriser tout un tas de types d'armes. Donc, c'est celle qui va emmerder le plus l'autre et qui me permettra d'être moi le plus loin possible. L'arquebuse, une bonne arme. Il y a une tactique en fait, tu vas t'adapter à l'adversaire ? Oui, après ça va dépendre si on parle d'un combat comme ça hypothétique ou si on parle d'un combat dans un cadre sportif. Dans un cadre sportif, on va chercher à avoir une égalité de matériel. Donc de ce point de vue-là, si on est censé avoir tous les deux le même matériel, je préfère faire du pro-fight. Parce que le pro-fight, je suis à l'aise, parce que le pro-fight, je sais que moi, à la lutte, je me démarre pas trop mal et je sais que je peux mettre des grosses pralines. Donc je m'équipe, alors généralement en soft, avec du matos léger, pas en armure, parce que j'ai plus la condition physique pour faire ça, il faut être réaliste, j'ai plus 20 ans. Mais du coup, je me mets dans le même équipement et puis on va travailler, je vais leur apprendre de la lutte, je vais leur apprendre les trucs, je vais leur faire sentir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je vais les mettre en difficulté aussi psychologiquement, parce que quand tu es avec ton armure de 30 kg qui fait 45 degrés dehors et que tu es en Espagne dans la poussière, la boue et les lentilles, pour ceux qu'on la rêve, et que tu dois gagner, bah t'as intérêt à avoir quelqu'un derrière qui est capable de te booster, de te secouer pour ça. Moi j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ça et puis la compétition m'intéresse que très moyennement. Donc par contre accompagner les autres, ça ouais. Finalement ce qui est important, c'est pas qu'ils soient bons techniquement, c'est que humainement ça devienne de meilleurs humains. Parce que pour être bon, il faut avoir de l'empathie. Si tu as de l'empathie avec ton opposant, tu vas pouvoir comprendre dans quel état il est. Et si tu comprends dans quel état il est, tu comprends comment lui baiser la gueule. Donc finalement, c'est ça qui est important. Moi, j'essaie de ne pas former des compétiteurs. J'essaie de former de futurs enseignants. Parce qu'à partir d'un certain niveau, tu n'as plus personne qui est capable de te mettre dans la merde en fait. Par contre, si tu commences à transmettre ce que tu as compris, tu continues à travailler en fait. Tu continues à changer ta conception du geste. Tu continues à faire évoluer ton point de vue sur le geste en lui-même et sur tout ce qui le recouvre psychologiquement, en termes d'équilibre, en termes de préparation, etc., etc. Et donc avoir la faculté d'être capable d'expliquer non pas ce que tu as compris du geste, mais le concept sous-jacent au geste que tu as compris à quelqu'un d'autre qui n'a pas la même grille de lecture, ça c'est un absolu. Parce que ça veut dire que tu es capable d'expliquer n'importe quoi à n'importe qui. Donc du coup tu deviens un meilleur humain. Parce que tu cherches à comprendre l'autre. Non pas vis-à-vis de toi ce que tu as compris, mais vis-à-vis de ce qu'il est capable de comprendre du concept. C'est une transmission pluridisciplinaire que tu fais, quoi. Ouais. C'est ce que tu aimes le plus là-dedans? Moi c'est ce que j'aime le plus. Okay. Moi je veux changer le monde. Ouais. Tu le fais déjà bien, hein. J'essaye en tout cas. T'as changé le Béour déjà en France, hein. J'essaye. À mon tout petit niveau. Ça a été un grand plaisir en tout cas de te recevoir ici donc sur Olympe Fighting, mais dans ta salle. Ouais. J'espère que cette discussion vous a plu. Maintenant on va découvrir la pratique. Absolument. Donc les équipements et aussi le club, les adhérents. Absolument. Donc on vous rappelle aussi que on vient de terminer notre série sur le jiu-jitsu brésilien dans les favelas du Brésil. Et oui, donc tout est disponible sur le YouTube, on vous invite à aller voir. Et plein de belles choses arrivent sur Olympe Fighting. Merci à toi. Merci à vous.